Bonjour à tous. Maintenant, on va parler de l'intégration de NIS2 dans le paysage réglementaire. Alors, le but, c'est pas d'être exhaustif, on va se focaliser sur le paysage réglementaire français, et notamment avec quelques réglementations parmi les plus connues. Pour cela, on va, pour comprendre l'intégration de NIS2, essayer de comprendre comment NIS1 déjà s'est intégré, ça peut être éclairant. Donc on va revenir non pas en 2022, mais avant en fait 2022. À l'époque, on avait la LPM et NIS1. Puis ensuite, saut en avant dans le temps. Et on va arriver au vote du package NIS2 et DORA. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'articule? Vous avez déjà une petite idée, après ce qu'a dit l'ANSSI tout à l'heure. Le RGPD dans tout ça, on va voir que ça s'intègre globalement très bien. Et puis on essaiera d'élargir un petit peu le débat vers d'autres réglementations en quittant la sphère UE, voir comment est-ce que ça se passe lorsqu'on doit se conformer à d'autres réglementations cyber, parce qu'il faut bien avouer que ça peut être un sujet de crainte pour... Oui, ça peut être un sujet de crainte en fait pour les RSSI ou les équipes de la DSI qui doivent implémenter l'ensemble de ces mesures techniques. Retour en 2022 pour le petit contexte historique. La LPM, comme le rappelait l'ANSSI, s'est greffée sur un dispositif SAIV qui est axé à l'origine sur la protection physique des opérateurs critiques. Et donc concrètement, on peut imaginer une centrale énergétique qu'il faut protéger contre un risque terreau. Ce dispositif, il était opérationnel. Donc là-dessus, on est venu greffer des contraintes, des exigences de sécurité, cette fois-ci logiques. Et donc les opérateurs devaient les appliquer, ces exigences de sécurité, sur les SIV. Particularité de cette approche, elle était transverse. Donc on avait, ces informations sont sur le site de l'ANSSI, à peu près une petite vingtaine de secteurs d'activité pour environ 200 opérateurs dits d'importance vitale, alors qui étaient désignés non pas par l'ANSSI, mais par chacun des ministères dits de tutelle du secteur. Cette désignation, elle était confidentielle, la liste des OIV est toujours confidentielle. En revanche, le pilotage du volet cyber était assuré en centrale par l'ANSSI. Et ça, c'est un premier gage en fait, de réussite, de ne pas multiplier les régulateurs sur le même sujet. On verra que ce n'était pas forcément le cas pour certaines réglementations. Un point commun avec l'ensemble des réglementations cyber, cette obligation de notifier les incidents. Et là, je voudrais un petit peu m'arrêter là-dessus, puisque c'est une obligation qui est vertueuse, même si elle peut faire parfois râler ceux qui doivent notifier les incidents. Quand on notifie un incident au régulateur, on partage avec lui des informations sur la menace. Et plus on partage ce type d'informations avec le régulateur, moins on est susceptible d'avoir un régulateur hors sol, entre guillemets. Et donc, c'est bénéfique en fait pour les deux. Et cette obligation, on l'avait bien évidemment dans la LPM, on la retrouve dans l'ensemble des réglementations cyber. Quelques constats peut-être sur la mise en perspective, après près de 10 ans d'application de la LPM. Des mesures de sécurité qui étaient ambitieuses, en lien avec le niveau de la menace sur les intérêts vitaux. Le focus, il était clairement sur la menace étatique plutôt que sur la cybercriminalité de masse. Si je fais une petite pause sur le secteur financier, par exemple, des fraudes sur les moyens de paiement, ça peut occasionner beaucoup de travail aux équipes de sécurité d'une banque. En revanche, ce n'est pas forcément de nature à mettre en péril l'équilibre, la vie de la banque, et donc pas forcément de nature à mobiliser les équipes du CERT-FR. Positionnement particulier du régulateur, qui est non seulement régulateur, mais qui est aussi accompagnateur. Par exemple, l'ANSSI, sur chacun des secteurs d'activité d'importance vitale, met en place un coordinateur sectoriel qui assume en fait cette double casquette de régulateur, puis aussi de représentant du cyberpompier. En fait. Les liens qui ont été tissés à travers la LPM avec les OIV, ils pouvaient être aussi renforcés en fonction du contexte. 2 ans en arrière, on l'a vu à l'occasion du conflit avec l'Ukraine, le démarrage du conflit, plus récemment avec les Jeux Olympiques. Puis enfin, ce dispositif de la LPM, il poursuit son évolution, pas forcément avec des impacts sur les exigences en termes de cybersécurité pour les OIV, mais ça peut être sur des responsabilités, des nouvelles missions données à l'ANSSI en fonction du contexte.
Nice 1, donc c'est sûr, en fait, dans ce contexte qu'arrivait Nice 1, en France, on avait surtout, au final, la LPM qui ne concernait pas tout le monde et juste les OIV. Et ça, c'est le contexte d'arrivée de Nice 1, qui a été transposé fin 2018. C'était une directive d'harmonisation à minima. Donc chaque État membre était libre de surtransposer ou pas. Premier point négatif, entre guillemets. En tout cas, en France, il y a eu cette approche ambitieuse. Les mesures de sécurité, les exigences de sécurité ont été quasiment alignées sur celles de la LPM. Et donc, dans la pratique, Nice, c'était assimilable à une quasi-extension de la LPM à de nouveaux secteurs critiques. Pour rester sur l'exemple du secteur financier, je prends des assureurs qui ont été désignés opérateurs de services essentiels à l'occasion de la transposition de cette directive. Et l'assurance n'était pas forcément dans les autres transpositions des États membres. Point important, en France, pilotage du dispositif Nice par une unique autorité compétente, l'ANSSI. Et ce n'était pas le cas dans les autres États membres, puisqu'on pouvait avoir un point de contact Nice qui était l'équivalent local du CRTFR, et en revanche des autorités compétentes par secteur d'activité. Donc au final, à l'échelle de l'État membre, le pilotage du dispositif était beaucoup plus compliqué, en tout cas qu'en France. Pour poursuivre sur la directive Nice 1, on a parlé tout à l'heure de l'hétérogénéité des transpositions, ça compliquait beaucoup leur mise en œuvre. La France faisait partie des 3 États membres qui avaient inclus le secteur de l'assurance. Ensuite, il y avait des fortes divergences sur les mesures de sécurité. On pouvait avoir d'un côté de la frontière des exigences ici en France qui étaient proches de la LPM, et puis de l'autre côté de la frontière des exigences qui étaient plutôt proches d'ISO 27001. Et donc je vous laisse mesurer un petit peu la différence. Pour les opérateurs de services essentiels, c'était pour eux que c'était plus compliqué au final, parce que ceux qui avaient une présence européenne, déjà ils pouvaient avoir des difficultés d'implémentation dans le cadre de SI partagés, avec cette crainte d'avoir des exigences orthogonales, et puis aussi cette crainte qui pouvait être remontée au régulateur, de l'absence de règles de jeu équitables avec des concurrents qui pouvaient être basés dans des pays où au final les exigences étaient assez légères. Et donc ça venait un petit peu ternir le tableau sur la transposition à l'échelle de l'Union européenne. Alors déjà, comment Nice 1 s'est articulé avec la LPM? On a vu que les exigences de sécurité étaient assez similaires. Le distinguo, c'était le recours à des produits qualifiés, comme les sondes de détection réseau, opérés par des prestataires de détection qualifiés. Mais à part ça, c'était assez... il y avait une approche pragmatique du régulateur avec le DG de l'ANSSI qui s'était notamment engagé à ce que pour les opérateurs d'importance vitale qui seraient aussi désignés en tant que co-SE, il n'y ait pas de nouvelles obligations concrètement. Conformité à l'LPM, valait conformité à la directive Nice 1 pour résumer. Et puis aussi un autre point qui a beaucoup facilité l'adoption par les nouveaux OSE, leur appropriation du sujet, c'était des retours d'expérience. Par exemple, sur le secteur financier, des opérateurs qui avaient été désignés opérateurs d'importance vitale avaient pu mettre en place, partager leur expérience avec les RSSI, des opérateurs de services essentiels. Et ça, c'est un point qui est très important dans cette approche collégiale de la cybersécurité. Et pour s'approprier, en fait, toute nouvelle réglementation, ça s'applique aussi à Nice 2 ou à DORA. Ça, c'était pour le retour en arrière. Et plus récemment, donc fin 2022, vote du package avec Nice 2 et DORA, entrée en vigueur début 2023. Quelques mots sur Nice 2. Il y avait cette ambition affichée à la base d'éviter au maximum les divergences en termes de transposition, même si on maintient une directive plutôt qu'un règlement. L'avantage d'un règlement comme DORA, c'est que dès le début, on sait que ça va être la même chose à peu près sur tout, pour tout le monde. Un besoin aussi d'inclusion des acteurs du numérique, c'était un petit peu un angle mort de Nice 1. Alors, comme vous connaissez le contexte, notamment sur les attaques via la supply chain, et donc il y avait ce besoin fort qui est aussi présent dans DORA, on va le voir. DORA,
les constats initiaux, ceux qui étaient partagés notamment par le gouverneur de la Banque de France, c'était dans ce contexte de transposition de la directive Nice, hétérogène, émergence au final de zones, il appelait ça de dépression réglementaire. Et donc ça pouvait pousser des établissements à faire de l'arbitrage réglementaire, à localiser à se mettre tout simplement là où l'exigence réglementaire était la plus faible. Donc c'était un cercle vicieux qui convenait de casser. Il y avait cette hausse continue de la menace sectorielle sur le secteur financier qui a toujours attiré les cyberattaquants, notamment via la supply chain. Et puis ce besoin de proportionnalité. Un point négatif, entre guillemets, de Nice 1, c'était que c'était les mêmes règles, quelle que soit la taille des opérateurs de services essentiels. Donc dans DORA, on a ce principe de proportionnalité qui est plusieurs fois rappelé dans le règlement. L'intégration entre Nice 2 et DORA, pour l'instant, elle se passe bien, on n'a pas démarré. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a été anticipée dès le départ. Comment ça? Parce que DORA s'est positionné de manière très claire en tant que l'ex-spécialiste de Nice 2. Ça a été annoncé dès l'origine. Donc ça veut dire que Nice 2, c'est le socle minimal de sécurité pour l'ensemble en fait des entreprises, en l'absence d'exigences sectorielles, de verticales sectorielles mieux-disantes. Et donc, sur le secteur financier, on a DORA qui peut être vu comme une verticale sectorielle mieux-disante. Il n'est pas à exclure que dans les années qui viennent, sur d'autres secteurs qui ont une certaine maturité cyber, en tout cas par rapport au reste des autres secteurs d'activité, et d'autres verticales sectorielles, à l'image du règlement DORA, qui voient le jour. Au passage, les deux dispositifs, Nice 2 et DORA, ils sont dits sans préjudice de la responsabilité des États membres en matière de défense, de sécurité nationale. Donc là, ça renvoie plutôt à des textes comme la LPM. Et puis aussi, une condition nécessaire à la bonne articulation, ce sont les échanges entre régulateurs cyber comme l'ANSSI ou régulateurs sectoriels, tant au niveau européen que français. Par exemple, l'ANSSI participait en tant qu'autorité compétente Nice à des échanges avec les autres autorités compétentes Nice sur le secteur financier. Et dans le cadre de ces échanges, effectivement, la DG Connect qui travaillait sur la directive Nice 2, la DG FISMA qui travaillait sur DORA, venaient présenter leurs travaux et échanger, rassurer sur les craintes et justement comment cela allait s'articuler. Et donc ces échanges aussi réguliers avec le régulateur, c'est un gage de réussite pour anticiper toutes les zones de frottement et voir quelles sont les solutions qui peuvent être trouvées toujours de manière collective. Zone de recoupement, notification des incidents. Dans le cadre de la directive Nice 2, le rôle des autorités, l'équivalent des ANSSI européennes est renforcé dans le cadre de la gestion de crise à l'échelle de l'Union. Et donc il faudrait éviter que DORA se coupe de l'écosystème Nice en ne notifiant pas ces incidents. Par exemple, les établissements financiers ne notifient pas aux autorités cyber des États membres, parce qu'on pourrait avoir le cas où on a une crise d'origine cyber, avec un incident cyber qui a causé cette crise sur le secteur financier, les autorités cyber qui interviennent sur la gestion de la crise sans avoir été notifiées à l'origine par les entités sur lesquelles cet incident est survenu. Deuxième zone de recoupement, les acteurs du numérique. Et eux, et très clairement, si on prend par exemple le cas d'un acteur du cloud, alors il peut hériter indirectement de certaines exigences de DORA via ses clients du secteur financier qui lui demandent en fait de les aider à être conformes, à se mettre en conformité à DORA. Lui, au titre de Nice 2, il pourra être entité essentielle. Pour les plus importants de ces acteurs, il y a une possible désignation en tant que Critical Third Party Provider, cette fois-ci selon DORA. Et donc ce qui inclut une supervision à l'échelle européenne.
Et donc, on peut avoir le même acteur qui doit au final se conformer à des exigences de DORA et de NIS 2. Et donc ça vient renforcer le besoin de coopération, de dialogue entre les régulateurs, en France, l'ANSSI, la CPR et l'AMF. Le cas du RGPD. Concrètement, le message, il est simple, c'est que la mise en conformité avec le RGPD, a priori pas orthogonale avec la mise en conformité avec les autres réglementations. Pourquoi? Parce que le RGPD se focalise sur la protection des données à caractère personnel. Et donc on peut voir ça comme un sous-ensemble en fait des actifs à protéger au sein d'une entreprise. Deuxièmement, il y a une vraie liberté qui est laissée aux acteurs régulés quant aux moyens à mettre en œuvre pour protéger ces données à caractère personnel. Il y a des recommandations, par exemple, de la CNIL, le chiffrement, bien évidemment, en fait partie, mais néanmoins, on n'est pas dans le cadre de règles hyper prescriptives comme on peut l'avoir sur Nice ou sur la LPM. Et puis un point qui est important, c'est que la démarche d'analyse d'impact sur la protection des données à caractère personnel, elle s'intègre très bien avec d'autres démarches qu'on peut avoir dans Nice. On parlait de l'analyse de sécurité, et puis même dans DORA, où il y a des standards techniques qui viennent détailler la démarche d'IT Risk Assessment. C'est exactement la même chose. Quels sont les actifs que je cherche à protéger, quelles sont les menaces, etc. Jusqu'à au final l'acceptation du fameux risque résiduel. Pour finir, pour quitter un petit peu la sphère française et européenne, beaucoup d'entreprises qui sont soumises à DORA pour les acteurs financiers, ou même des entreprises qui seront soumises à NIS 2 dans le cadre de leurs activités en Europe, peuvent être soumises à d'autres réglementations cyber. Il y a un foisonnement cyber toujours en lien avec l'augmentation du niveau de la menace. Et donc pour prendre l'exemple du secteur financier qui a une certaine maturité en fait, par rapport aux autres secteurs d'activité en termes de cybersécurité, alors, ça reste très, très relatif, mais on peut voir très rapidement qu'on va avoir des exigences similaires en termes de cybersécurité ou de résilience opérationnelle numérique aux USA, en Suisse, au Royaume-Uni, on peut en avoir à Singapour. Et donc là, cette fois-ci, il va falloir, pour chaque entreprise, en fait, mener un réel projet d'analyse pour identifier les zones de convergence et de divergence entre chacune de ces réglementations. Or, fort heureusement, le constat qu'on peut faire, et c'est l'avantage d'avoir des réglementations en Europe qui sont assez exigeantes, c'est que par exemple sur le secteur financier, lorsqu'on est conforme à DORA, on s'aperçoit dans la pratique que dans les faits, on est conforme par exemple aux exigences qu'on peut avoir dans d'autres pays hors UE. Je vais m'arrêter là-dessus. Merci.